Le jour de la remise des diplômes, papa a envoyé un texto, n'attends aucune aide. Tu es seule maintenant, ma fille. Puis mon avocat a appelé, la fusion a été conclue pour 5 milliards de dollars. Tout le monde a entendu. Le visage de papa quand il a réalisé que sa fille faible venait de devenir milliardaire. Le matin de ma remise de diplôme de l'université aurait dû être un moment de triomphe pur et sans mélange. J'avais passé 4 années atroces à me pousser jusqu'aux limites absolues de l'endurance humaine, survivant uniquement grâce à la caféine, à une volonté de faire et à un désir inébranlable d'échapper à mon passé. Je me tenais sous le soleil éclatant et impitoyable du campus universitaire, le lourd tissu noir de ma toge de diplômé collé à mes épaules, emprisonnant la chaleur de la fin du printemps contre ma peau. L'air vibrait de l'énergie électrique et nerveuse de milliers d'étudiants sur le point d'entrer dans la réalité terrifiante du monde adulte. Des familles étaient rassemblées près du grand dôme, prenant d'innombrables et joyeuses photographies. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée se mêlait aux parfums coûteux et aux eaux de Cologne riches de parents fiers venus de tout le pays pour voir leurs enfants réussir. Mais je ne fêtais rien. Je me tenais au bord de la zone de rassemblement, complètement isolé dans un océan de joie, mes mains parfaitement immobiles alors que je fixais l'écran lumineux de mon téléphone. Le message texte de mon père, Gideon, venait d'arriver. Ce n'était pas un message de félicitations. Ce n'était pas un message de fierté. Il disait exactement ceci. N'attends aucune aide. Tu es seule maintenant, ma fille. Les mots étaient froids, vifs et brutalement définitifs. Pendant une brève seconde, le brouhaha de la foule autour de moi s'est estompé en un bruit blanc et sourd. J'ai levé les yeux de l'écran de l'appareil et j'ai balayé du regard la section bondée des sièges réservés aux familles VIP. Il ne m'a pas fallu longtemps pour le trouver. Gideon était assis au 3e rang du public. C'était un homme massif et même habillé d'un costume sombre et formel. Il semblait appartenir à un chantier de construction couvert de terre, criant des ordres par-dessus le rugissement assourdissant des moteurs diesel. Ses bras épais et musclés étaient étroitement croisés sur sa large poitrine. Sa mâchoire était serrée, formant une ligne dure et impitoyable. Il me fixait directement avec un regard de dégoût absolu et non dissimulé. Il pensait qu'il avait enfin gagné. Il pensait que c'était le moment décisif qui briserait mon esprit pour toujours. Ma mère, Blé, était assise juste à côté de lui. Comme d'habitude, elle se recroquevillait sur sa chaise pliante en plastique, serrant nerveusement son sac à main coûteux, ses yeux parcourant la foule comme si elle était terrifiée que quelqu'un puisse remarquer son existence. Elle ne m'a offert aucun sourire, aucun signe de la main, aucun réconfort silencieux. Elle n'était qu'une extension obéissante de son ombre envahissante. Et juste à côté d'elle se trouvait ma sœur aînée, Mav, l'enfant prodige. Mav mâchait bruyamment un chewing-gum, fixant son propre téléphone, l'air complètement ennuyé et dérangé par tout l'événement. Elle portait une superbe robe de créateur entièrement payée par la carte de crédit de l'entreprise, ses cheveux parfaitement coiffés par un professionnel ce matin-là. Elle n'a même pas pris la peine de lever les yeux dans ma direction. Gideon a choisi ce moment précis, juste avant que je traverse la massive scène en bois pour recevoir mon diplôme d'ingénieur, pour me livrer son rejet ultime. Il voulait s'assurer que je ressente le poids écrasant et suffocant de son abandon financier et émotionnel juste sur la ligne d'arrivée. Il pensait que j'étais une rêveuse brisée et inutile qui avait perdu 4 ans à étudier des concepts imaginaires. Il était absolument convaincu que d'ici un mois, je reviendrais en rampant à genoux vers lui, suppliant pour un emploi au salaire minimum à répondre au téléphone dans son entrepôt. Mais alors que je le regardais de l'autre côté de la pelouse bondée, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti le chagrin écrasant qu'il voulait si désespérément que je ressente. Au lieu de cela, un calme étrange et profond a envahi tout mon corps. J'ai verrouillé l'écran de mon téléphone et l'ai glissé profondément dans ma poche. Il n'avait absolument aucune idée du deuxième téléphone caché en toute sécurité dans la poche poitrine de mon tailleur, sous la toge de diplômé de location bon marché. La ligne professionnelle sécurisée et hautement cryptée. Il ne savait pas que pendant qu'il était occupé à me couper les ponts, mon avocat principal, Alistair, et toute mon équipe de direction étaient assis dans une salle de conseil de haute sécurité au centre-ville de Boston, attendant les signatures finales sur un accord de fusion d'une valeur exacte de 5 milliards de dollars. Avant de vous dire exactement comment une fille rejetée et négligée a brisé l'empire toxique de son père et orchestré la vengeance familiale ultime et dévastatrice, vous devez comprendre l'histoire sombre et suffocante de notre drame familial. Grandir dans la maison de Gideon, c'était exactement comme vivre à l'intérieur d'un lourd concasseur de roches industrielles.
Mon père possédait une entreprise de taille moyenne de location d'équipements lourds et de fournitures de construction. C'était un homme qui s'était fait tout seul, avec des mains qui ressemblaient à du papier de verre grossier et une voix tonitruante qui pouvait faire trembler les fenêtres de notre maison quand il était en colère, ce qui était presque toujours le cas. Dans son monde brutal en noir et blanc, la valeur d'une personne se mesurait entièrement à la charge physique qu'elle pouvait porter, à la force avec laquelle elle pouvait crier et à la facilité avec laquelle elle pouvait dominer une pièce pleine d'entrepreneurs rudes et endurcis. Je n'ai jamais été ce genre de personne. Même enfant, j'étais douloureusement silencieuse, très observatrice et physiquement menue. Je préférais la logique froide et fiable des chiffres et la puissance silencieuse et bourdonnante des processeurs informatiques au bruit chaotique et assourdissant d'un chantier de construction poussiéreux. Cette différence fondamentale dans nos natures a fait de moi une déception profonde et angoissante pour lui dès le tout début de ma vie. Je me souviens très bien d'un mardi après-midi particulier où j'avais exactement 10 ans. J'avais passé 3 semaines entières à lire un épais manuel de programmation que j'avais emprunté à la bibliothèque publique locale. Travaillant dans le secret le plus absolu, j'avais réussi à écrire un morceau de code très basique et rudimentaire sur un vieil ordinateur d'école. C'était un simple programme algorithmique conçu pour trier et calculer automatiquement les matériaux d'inventaire de l'entrepôt. Pour moi, c'était de la pure magie. J'avais créé un système fonctionnel à partir de rien d'autre que des frappes au clavier et de la logique pure. J'ai fièrement imprimé les lignes de code sur 3 feuilles de papier d'imprimante, les ai soigneusement agrafées et j'ai couru vers l'allée juste au moment où le lourd camion de travail de mon père, éclaboussé de boue, s'arrêtait. Il est sorti du véhicule, sentant fortement le carburant diesel, l'assurance et les cigares bon marché. J'ai couru vers lui, tendant mes papiers agrafés comme un trophée en or. Je lui ai dit que j'avais créé un programme qui faisait des mathématiques automatiquement et qu'il pourrait l'utiliser pour l'inventaire de l'entrepôt afin de gagner du temps. Gideon s'est arrêté et m'a regardé. Il n'a pas pris les papiers de ma main tendue. Il a juste fixé les lignes de texte avec un air de confusion totale qui s'est rapidement transformé en une profonde colère bouillonnante. Puis il a éclaté d'un rire rauque et fort qui a résonné dans la rue de banlieue tranquille. Il m'a arraché les papiers des mains, les a froissés en une boule serrée et dure, et les a jetés nonchalamment dans la poubelle en métal près de la porte du garage. Il s'est penché, son visage à quelques centimètres du mien, et m'a dit que les jeux vidéo et la dactylographie ne mettraient jamais de nourriture sur la table. Il a dit que les vraies affaires se construisaient avec du béton et de l'acier, pas avec des chiffres imaginaires, et m'a traité de sensu inutile qui lui faisait perdre son temps précieux. Ce souvenir est devenu la toute première pièce de mon musée mental du mépris. Mais la profondeur véritable et indéniable de son favoritisme toxique est devenue spectaculairement claire le jour de mon 18e anniversaire. Dans notre foyer, avoir 18 ans était censé être une étape majeure. Quand ma sœur aînée Mav avait eu 18 ans 2 ans plus tôt, Gideon avait organisé une immense fête avec traiteur dans notre jardin. Il avait invité tous ses riches associés et lui avait présenté les clés d'une voiture de sport décapotable argentée flambant neuve avec un énorme nœud rouge sur le capot. C'était un véhicule absurde et tapa accent grave l'œil pour une adolescente, un symbole criard de richesse et de privilèges non mérités. Quand mon 18e anniversaire est enfin arrivé, il n'y a pas eu de fête avec traiteur. Il n'y a pas eu d'invité. Gideon était rentré d'un dîner d'affaires tard dans la soirée. Il est entré dans la cuisine en tenant une boîte en carton marron ordinaire et l'a posée sur le comptoir en granit avec un bruit sourd et dédaigneux. Il ne m'a même pas regardé dans les yeux quand il a dit « Joyeux anniversaire ». J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un ordinateur portable, mais il n'était pas neuf. Les bords du boîtier en plastique étaient très éraflés et ébréchés. Le clavier était usé et brillant par des années de frappe intensive, et l'écran avait une fissure en toile d'araignée qui descendait dans le coin supérieur gauche. Il y avait un autocollant d'actifs d'entreprise délavé et qui se décollait en bas. C'était une machine reconditionnée et très obsolète que son service informatique de l'entreprise de construction jetait littéralement à la poubelle. Il m'a souri d'un air suffisant, a pris une gorgée de sa boisson et m'a dit que puisque j'aimais tant appuyer sur des boutons, ce tas de ferraille serait suffisant pour mes petits passe-temps de dactylographie. Gideon voulait m'humilier avec cet ordinateur cassé. Il voulait s'assurer que je sache exactement où je me situais dans sa hiérarchie tordue. Il voulait me garder entièrement invisible et impuissante. Mais il a commis une erreur de calcul fatale et critique. Que se passe-t-il lorsque vous donnez à une fille brillante et désespérée l'outil numérique exact dont elle a besoin pour construire un empire? Mav était l'enfant prodige, et elle portait son statut non mérité comme une arme mortelle. Elle était exactement le genre de fille que Gideon comprenait. Bruyante, exigeante,
obsédé par les apparences superficielles et totalement dépourvu de toute réelle curiosité intellectuelle ou d'une véritable éthique de travail. À l'âge de 20 ans, Gideon la préparait déjà activement à reprendre tout son empire commercial. Il a contourné tous les directeurs expérimentés et travailleurs de son entreprise et lui a aveuglément donné le titre fabriqué et très bien payé de directrice des relations avec la clientèle. L'ensemble de son travail ne consistait en absolument rien de substantiel. Elle prenait des déjeuners de 3 heures dans des restaurants haut de gamme, payant toujours avec la carte de crédit de l'entreprise. Elle achetait des sacs à main de créateurs coûteux, passait la moitié de sa journée dans un salon de luxe et aliénait agressivement leurs fournisseurs les plus fidèles et de longue date avec son arrogance stupéfiante et sans filtre. Je m'asseyais souvent tranquillement dans un coin de la maison et l'écoutais donner des ordres à des entrepreneurs chevronnés qui travaillaient pour l'entreprise depuis 20 ans, leur parlant comme s'ils étaient de la saleté toxique sous ses chaussures chères. Je me souviens très bien l'avoir vu crier sur un contremaître nommé Mike, un homme qui avait pratiquement aidé à bâtir l'entreprise, simplement parce que ses lourdes bottes de travail avaient laissé une infime quantité de poussière près de son bureau immaculé. L'entreprise pourrissait lentement de l'intérieur, mais absolument personne n'était autorisé à reconnaître la décomposition. Chaque fois que j'essayais de regarder les registres financiers de l'entreprise et de souligner gentiment que leur système de logistique manuel obsolète entraînait une perte de milliers de dollars par semaine en inefficacité flagrante, ma mère, Blé, paniquait immédiatement et me faisait taire. Ma mère était l'ultime facilitatrice tragique. Elle était entièrement terrifiée par le tempérament explosif de mon père, alors elle me sacrifiait constamment par réflexe pour maintenir la paix fragile dans la maison. Si Mav perdait un énorme dossier client parce qu'elle était trop occupée à magasiner des chaussures en ligne, ma mère me blâmait instantanément de la distraire. Blé se tordait nerveusement les mains, la voix tremblante, et me disait que ma sœur subissait une pression énorme en portant l'avenir de l'entreprise familiale sur ses épaules, et que je devais cesser d'être si profondément jalouse et amère. J'étais le bouc émissaire désigné de la famille. J'étais le punching ball émotionnel censé absorber tout le blâme et la toxicité pendant que Mav paradait en portant une couronne creuse entièrement construite sur l'illusion déchaînée de notre père. Mais je n'ai pas craqué. Au lieu de cela, j'ai appris à utiliser mon invisibilité forcée à mon avantage absolu et dévastateur. Pendant que Mav était dehors à accidenter sa décapotable argentée et que Gideon était occupé à crier sur les représentants syndicaux au téléphone, je me suis retiré dans le sanctuaire silencieux et sombre de ma chambre. J'ai branché cet ordinateur portable fissuré et reconditionné, le tas de ferraille littéral qu'il m'avait donné comme une blague cruelle, et j'ai commencé à coder. Je ne me suis pas contenté de jouer. J'ai passé des milliers d'heures angoissantes à apprendre par moi-même l'architecture de données avancées, la modélisation prédictive complexe et des algorithmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement très sophistiqués. Je vivais dans le noir, la faible lumière bleue de l'écran fissuré illuminant mon visage fatigué alors que je tapais ligne après ligne de code complexe. Le ventilateur cassé de l'ordinateur portable vrombissant bruyamment en arrière-plan. Chaque fois que Mav faisait un commentaire désobligeant sur mes vêtements bon marché de friperie, je tapais plus vite. Chaque fois que Gideon proclamait haut et fort à ses amis que je finirais comme un échec pathétique complet, je m'enterrais plus profondément dans la matrice de mon logiciel. Je construisais un algorithme dynamique massif conçu pour révolutionner complètement le transport et la logistique mondiaux. C'était un écosystème numérique qui pouvait prédire les retards, réacheminer des camions de fret massif en temps réel et faire économiser des millions de dollars aux grandes entreprises en carburant gaspillé et en temps perdu. J'aiguisais tranquillement et patiemment ma lame dans le noir. Il pensait que j'étais juste une fille faible et antisociale qui gaspillait sa vie à jouer sur un ordinateur cassé. Il ne réalisait pas que je posais les fondations numériques invisibles et indestructibles pour rendre leur monde physique entier complètement obsolète. Le point de rupture ultime, le moment définitif qui a rompu mes liens émotionnels avec ma famille pour toujours, s'est produit exactement 4 mois avant ma remise de diplôme universitaire. J'étais en visite à la maison pour un dîner dominical obligatoire. C'était une obligation que je redoutais profondément physiquement, mais ma mère m'avait supplié en larmes d'y assister juste pour sauver les apparences. L'atmosphère dans la salle à manger ce soir-là était épaisse, suffocante et incroyablement tendue. L'air semblait assez lourd pour s'étouffer. Gideon arpentait toute la longueur du sol de la salle à manger comme un animal enragé en cage. Son visage était d'un violet sombre et dangereux. L'entreprise familiale faisait face à une grave crise existentielle. Un énorme conglomérat de construction multinationales, leur client unique le plus important et le plus lucratif, menaçait agressivement de retirer tous leurs contrats. Le système de livraison obstinément manuel et sur papier de Gideon causait des retards logistiques catastrophiques sur un chantier d'hôpital de plusieurs millions de dollars.
Des camions lourds arrivaient à des moments complètement erronés. Des matériaux cruciaux se perdaient en transit, et le client perdait des sommes d'argent massives à l'heure. Mav était assise à la longue table en acajou, faisant défiler nonchalamment son fil de médias sociaux sur son téléphone. Elle était totalement imperturbable par le fait qu'en tant que directrice des relations avec la clientèle, elle était la personne exacte qui ne parvenait pas à gérer la crise. Elle mettait occasionnellement un morceau de roast-beef coûteux dans sa bouche. L'air profondément agacé que les cris de Gideon interrompent sa soirée paisible. Je les ai observés pendant un long moment. Le roast-beef dans mon assiette avait un goût de cendre sèche. Contre mon meilleur jugement, une petite partie stupide de mon cœur voulait encore les sauver de la ruine. J'ai fait l'erreur catastrophique de prendre la parole. Je me suis éclairci la gorge, forçant ma voix à rester stable, et j'ai dit à Gideon que je venais de terminer la version finale de ma thèse de fin d'études universitaires, qui portait spécifiquement sur l'optimisation algorithmique de la chaîne d'approvisionnement. J'ai expliqué, en parlant aussi calmement et clairement que possible, que mon logiciel pouvait réacheminer automatiquement ses camions de répartition, éliminer complètement l'erreur humaine dans sa planification et sauver définitivement le contrat massif. Je voulais juste aider. Je voulais, juste pour un seul moment de toute ma misérable vie, qu'il me regarde et voit réellement ma valeur. Gideon a cessé de faire les 100 pas. La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge sur le mur. Il s'est tourné lentement et m'a regardé comme si je venais de cracher directement sur le sol de sa salle à manger. Son ego massif et incroyablement fragile ne pouvait tout simplement pas supporter l'idée d'être sauvé par la fille faible qu'il avait passé 20 ans à rabaisser sans pitié. La seule pensée que mon monde numérique invisible puisse d'une manière ou d'une autre réparer sa réalité de béton et d'acier l'offensait jusqu'au plus profond de son être. Il n'a pas dit un seul mot au début. Il a marché d'un pas lourd vers la chaise où j'avais laissé mon sac à dos. Il a agressivement ouvert la fermeture éclair du sac, a plongé sa main massive à l'intérieur et a sorti le manuscrit imprimé de 300 pages relié par une spirale de ma thèse. Il représentait des milliers d'heures de travail angoissant, de nuits blanches, de recherche et de codage sans faille. Il a tenu l'épais classeur dans ses mains, s'est dirigé droit vers la cheminée en briques rugissantes dans le salon, et sans une seule seconde d'hésitation, il a jeté tout le manuscrit directement dans les flammes. Je suis resté figé dans un choc absolu et paralysé. J'ai regardé les épaisses pages blanches prendre feu instantanément. La chaleur intense des flammes a enroulé le papier, transformant les formules mathématiques complexes et les lignes de code brillantes en braises orangeoyantes, puis en cendres noires flottantes qui ont dérivé dans la cheminée. Mav a effectivement ri. Elle était assise à table, à regarder le feu et à laisser échapper un petit rire aigu et cruel. Gideon s'est retourné vers moi, la lumière vive du feu projetant des ombres sombres et démoniaques sur son visage, et a sifflé que je n'étais qu'une sangsue pathétique essayant de m'attribuer le mérite de ces décennies de dur labeur. Il m'a dit agressivement de sortir mes déchets de sa maison et de ne plus jamais lui parler de ses vraies affaires. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de crise de colère. Je suis juste resté parfaitement immobile et j'ai regardé le feu brûler jusqu'à ce qu'il ne reste absolument plus rien que des cendres. J'ai ramassé mon sac à dos vide, suis sorti par la porte d'entrée dans l'air glacial de la nuit, et je n'ai jamais regardé en arrière. Sortir de cette maison toxique a été le moment le plus libérateur et le plus terrifiant de ma vie. J'ai complètement coupé tous les liens. J'ai changé mon numéro de téléphone, ignoré agressivement les quelques courriels culpabilisants que ma mère osait envoyer, et concentré toute mon existence entièrement sur ma propre survie. Je menais une guerre d'usure brutale et implacable. Pour payer ma minuscule chambre de dortoir en parpaing sans fenêtre et un régime quotidien composé entièrement de nouilles instantanées bon marché. J'ai pris un travail épuisant de 20 heures par semaine à faire de la saisie de données chez un fournisseur local indépendant de matériaux de construction. C'est exactement là que j'ai rencontré Rowan. Rowan était la comptable en chef de 50 ans chez le fournisseur. C'était une femme coriace, au ton très sec, qui semait la terreur absolue dans le cœur des livreurs costauds, mais elle était incroyablement observatrice. Elle a vu clair dans ma façade épuisée et fortement caféinée. Un soir tard en novembre, après que je me sois presque physiquement effondré sur mon clavier à cause d'un grave manque de sommeil, mes mains tremblant littéralement sur les touches, elle a verrouillé la porte principale du bureau. M'a tendu une tasse de café noir bien chaud et m'a forcé à m'asseoir et à tout lui raconter. J'ai tout déballé. Je lui ai parlé de l'incinération de ma thèse, de l'algorithme massif que j'essayais de construire,
et du fait dévastateur que mon ordinateur portable fissuré et cassé n'avait tout simplement pas la puissance de traitement nécessaire pour compiler la version finale d'entreprise du code. Rowan ne m'a pas offert de sympathie inutile et vide de sens. Elle ne m'a pas tapoté la main en me disant que les choses s'arrangeraient comme par magie. Au lieu de cela, elle m'a donné exactement ce dont j'avais désespérément besoin, un accès illimité, de niveau divin. Elle m'a secrètement donné les clés de sécurité administrative des énormes serveurs commerciaux de pointe du fournisseur. Chaque nuit après la fermeture de l'entrepôt, lorsque les lourdes portes métalliques étaient verrouillées et que le personnel rentrait chez lui, je m'asseyais dans la salle des serveurs glaciales. Entouré de lumière verte clignotante et du bourdonnement assourdissant du matériel d'entreprise, je lançais les simulations de données lourdes et incroyablement complexes que mon algorithme exigeait. Rowan a été la toute première adulte de toute ma vie à regarder mon travail, à comprendre les mathématiques complexes sous-jacentes et à me dire droit dans les yeux que j'étais un véritable génie. Avec son soutien discret et indéfectible, mon logiciel est passé d'un projet académique théorique à une entité numérique vivante et respirante. J'ai créé une start-up cachée et totalement anonyme. Armé de mon code peaufiné et sans faille, j'ai commencé à présenter ma plateforme logistique à des sociétés de capital risque de haut vol dans les gratte-ciel de verre du quartier financier. Au cœur de la nuit, le processus était absolument brutal. J'ai fait face à des rejets sans fin et démoralisants de la part d'hommes arrogants en costume sur mesure qui ne pouvaient tout simplement pas croire qu'une fille d'une vingtaine d'années portant un blazer de friperie bon marché possédait les clés pour révolutionner complètement l'industrie mondiale du transport maritime. Ils m'ont ignoré, m'ont coupé la parole et ont ouvertement consulté leur téléphone pendant que je présentais le travail de ma vie. Mais mon code était absolument à toute épreuve. J'ai mis leurs meilleurs analystes techniques au défi de trouver une seule faille dans la logique de routage, et ils ont échoué à chaque fois. Finalement, l'associé principal d'un fonds de capital risque massif et incroyablement agressif a pris le risque. Il a vu le potentiel pur et indéniable de la plateforme. Il a fait glisser un épais contrat sur une table en acajou poli, injectant officiellement 10 millions de dollars de financement de démarrage dans mon entreprise pour développer l'architecture en vue d'une utilisation mondiale par les entreprises. Voir ce chiffre apparaître sur mon compte bancaire d'entreprise nouvellement ouvert a été un sentiment de puissance brute et sans mélange. Je construisais tranquillement et méthodiquement un titan de plusieurs millions de dollars dans le secret le plus absolu. J'ai embauché une équipe de développeurs d'élite, sécurisé d'énormes fermes de serveurs de pointe et commencé à acquérir d'importants clients d'entreprise sous des accords de non-divulgation stricts et en béton. Pendant ce temps, l'entreprise obsolète et en déclin de Gideon se vidait rapidement de son sang. Son refus obstiné et arrogant de s'adapter à la technologie numérique moderne détruisait systématiquement ses marges bénéficiaires, et son enfant prodige, Mav, accélérait activement l'effondrement total avec son incompétence flagrante. Je savais que la tempête dévastatrice approchait pour eux, mais je devais attendre avec la patience absolue d'un prédateur le moment parfait pour frapper. Je n'étais plus la fille faible et invisible cachée dans une chambre. J'étais l'architecte d'un empire numérique, et j'allais laisser la réalité impitoyable et implacable du monde de l'entreprise moderne accomplir ma vengeance. L'univers a un sens de l'ironie spectaculaire, presque poétique, lorsqu'il s'agit de rendre l'appareil à ceux qui le méritent le plus. Alors que ma plateforme, que j'ai officiellement nommée Apex Logistic Protocol, étendait rapidement sa domination massive sur le secteur de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Nous avons commencé à signer d'énormes contrats d'exclusivité avec les plus grands conglomérats de construction du pays. Ces sociétés massives exigeaient une efficacité absolue et sans faille, et mon logiciel la fournissait en suivant chaque camion, chaque palette lourde et chaque itinéraire de livraison en temps réel. Exactement 6 semaines avant ma remise de diplôme universitaire, mon avocat principal, Alistair, a apporté un nouveau portefeuille massif de mandats clients dans mon élégant bureau d'angle. L'une des plus grandes entreprises de construction multinationales au monde venait d'adopter formellement notre système logiciel à l'échelle mondiale. Dans le cadre de leur nouvelle politique d'entreprise radicale, ils lançaient un ultimatum strict et non négociable à tous leurs milliers de vendeurs et fournisseurs tiers, intégrez vos opérations quotidiennes avec l'Apex Logistic Protocol dans un délai exact de 30 jours. Ou vos contrats lucratifs seront immédiatement et définitivement résiliés. J'ai affiché la liste numérique massive de leurs fournisseurs régionaux sur mon moniteur. Mes yeux ont parcouru les rangées infinies de données jusqu'à ce qu'ils se fixent sur un nom très familier et profondément détesté, Anderson Heavy Equipment Rental, l'entreprise de Gideon. Le piège s'était parfaitement et harmonieusement refermé, et mon père arrogant ne réalisait même pas qu'il se tenait en plein milieu. J'ai surveillé les flux de données entrant au cours des semaines suivantes avec une fascination froide et très clinique.
L'entreprise de Gideon a reçu le mandat d'intégration stricte. Comme on pouvait s'y attendre, il a confié le projet de mise à niveau massif et très technique directement à Mav, sa directrice des relations avec la clientèle totalement inutile. Mav, qui comprenait à peine comment formater une simple feuille de calcul numérique, s'est soudainement vu chargé d'intégrer une API complexe de niveau entreprise dans leur ancien système opérationnel basé sur le papier. Ce fut un désastre spectaculaire et absolu. Les journaux système en direct de mon côté montraient le compte utilisateur de Mav tentant à plusieurs reprises de contourner les protocoles de sécurité de base, échouant à des tests d'authentification simples encore et encore. Et causant finalement des erreurs de données critiques qui ont signalé Anderson Heavy Equipment Rental comme un fournisseur hautement non conforme. Ils échouaient activement et misérablement à l'intégration, et le conglomérat multinational a immédiatement commencé à émettre des avertissements formels de rupture de contrat. Gideon était complètement et désespérément piégé. Son client le plus important et le plus grand exigeait agressivement qu'il utilise une plateforme logistique anonyme très sophistiquée pour maintenir l'ensemble de ses moyens de subsistance. Et il échouait lamentablement. Il perdait frénétiquement des sommes d'argent massives, faisait face à des annulations de contrats imminentes et regardait son empire familial s'effondrer en poussière parce qu'il manquait de l'intelligence numérique même qu'il avait sans relâche moqué et méprisé en moi. Il cherchait désespérément le mystérieux PDG d'Apex Logistic Protocol, passant des appels frénétiques et suppliant à notre pare-feu d'entreprise, plaidant désespérément pour une prolongation, une réunion, une exception spéciale. Il n'avait absolument aucune idée que le PDG brillant et impitoyable qu'il essayait désespérément de joindre était la même fille dont il avait brûlé le travail de toute une vie dans sa cheminée quelques mois plus tôt. Il ne savait pas que l'architecte invisible de son salut et de sa destruction dévastatrice ultime était en train de récupérer une toge de diplômé de location bon marché, se préparant à porter le coup de grâce. Si cette histoire a retenu votre attention ou vous a fait ressentir la piqûre satisfaisante du karma, veuillez envisager de soutenir notre chaîne. Prenez un petit moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à Revenge Served, et laissez un commentaire ci-dessous nous disant de quelle ville, état ou pays vous regardez aujourd'hui. Chaque j'aime et chaque commentaire aide plus de gens à découvrir ces puissantes histoires de justice. La cérémonie de remise des diplômes épuisante s'éternisait avec une lenteur angoissante sous la chaleur implacable du soleil de fin de matinée. Il y a eu des discours sans fin et incroyablement ennuyeux du président de l'université, un discours d'ouverture d'un politicien local qui émet le son de sa propre voix, et des remarques interminables sur le changement du monde et le dépassement de l'adversité. J'ai absolument tout ignoré. Mon intense concentration était entièrement divisée en deux réalités distinctes. Dans le monde physique, j'étais assise tranquillement sur ma chaise en plastique sous le soleil de Boston, attendant que le doyen de l'école d'ingénieurs appelle enfin mon nom. Dans le monde numérique caché, je savais que mon équipe de direction et mon avocat principal, Alistair, étaient actuellement assis dans une salle de conseil au mur de verre, finalisant la plus grande fusion d'entreprises de l'histoire du secteur des logiciels de logistique. À exactement 10h45, le doyen de l'école d'ingénieurs s'est avancé vers le massif pupitre en bois et a commencé à appeler les noms par ordre alphabétique. Comme mon nom de famille était vers le début de l'alphabet, j'allais être appelé très tôt. Les étudiants de ma rangée désignée se sont levés ensemble et ont commencé à se diriger lentement vers les escaliers en bois sur le côté de la scène. Mon cœur battait à un rythme lent, lourd et incroyablement régulier. Je n'étais pas nerveuse. J'étais entièrement prête. En arrivant au bas des escaliers menant à la plateforme, je me suis arrêté et j'ai regardé une dernière fois la mère de Jean. Mes yeux ont immédiatement trouvé la section C où les familles VIP étaient assises. J'ai croisé le regard de Gideon. Il était toujours assis là, les bras étroitement croisés, son visage un masque durci de ressentiment amer et de jugement arrogant. Il attendait de me voir vaincu. Il attendait que la réalité écrasante de son cruel message texte me brise là, devant des milliers de personnes. Mav regardait toujours son écran, et ma mère fixait ses genoux, trop terrifiée pour même assister à mon moment. Le doyen s'est penché vers le microphone. Sa voix a retenti dans les énormes haut-parleurs du stade, résonnant à travers la belle architecture du campus. Sloan, baccalauréat en sciences de l'informatique et de l'ingénierie. Magna cum laude. Je suis monté sur la scène en bois. Je n'ai pas regardé mes pieds. Je n'ai pas courbé les épaules. J'ai marché avec la posture impeccable et indéniable d'une femme qui possédait le sol même sur lequel elle marchait. Le lourd tissu noir de ma toge flottait derrière moi. J'ai traversé la scène immense, serré fermement la main du doyen et accepté le dossier en cuir épais du diplôme. Je me suis tourné vers le photographe officiel de l'université,
J'ai fait un sourire vif et sincèrement confiant, et le flash éclatant s'est déclenché. J'ai tenu le diplôme dans ma main gauche, tourné la tête et regardé directement dans les yeux de mon père à travers la vaste distance de la cour bondée. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je ne lui ai pas souri. Je lui ai juste fait un signe de tête lent, incroyablement froid et entendu. Sa lourde mâchoire s'est crispée, et il a détourné le regard avec un pur dégoût. Il pensait qu'il venait de gagner notre guerre de toute une vie en m'abandonnant. Il était entièrement convaincu que je descendais de cette scène pour entrer dans un monde de pauvreté et d'échecs désespérés. Il ne savait pas que le champ de bataille invisible sur lequel il se tenait était sur le point d'exploser complètement sous ses pieds. J'ai descendu les escaliers recouverts de moquettes de l'autre côté de la scène immense, serrant le diplôme. Au moment où ma chaussure noire a touché l'herbe verte et douce, mon destin a fondamentalement changé pour toujours. Mais que se passe-t-il lorsque l'univers même décide de diffuser votre victoire privée au monde entier? À la seconde même où je me suis éloigné du bas des escaliers, le téléphone professionnel sécurisé niché au fond de la poche poitrine intérieure de ma veste de tailleur a commencé à vibrer frénétiquement. Ce n'était pas un message texte. C'était un appel vocal entrant d'Alistair. Le marché financier avait été officiellement ouvert et les signatures finales venaient d'être exécutées. Je me suis éloigné de la file mouvante des diplômés qui revenaient, me dirigeant vers un empilement d'équipements audio noirs et lourds et d'énormes haut-parleurs près du bord éloigné de la zone de la scène pour m'éloigner de la foule. Le téléphone sécurisé brûlait pratiquement un trou à travers le tissu de ma veste. J'ai sorti l'appareil élégant et j'ai appuyé sur le bouton de réponse, le pressant fort contre mon oreille pour couvrir les applaudissements continus et assourdissants du public massif. Alistair, dis-je, gardant ma voix incroyablement tendue et concentrée. Dis-moi que c'est fait. Alistair était un homme connu à Wall Street pour son sang-froid absolu. Mais quand il a parlé, sa voix était complètement déchaînée. Il criait littéralement par-dessus le son des acclamations chaotiques massives et des bouchons de champagne qui sautaient, résonnant dans notre salle de conseil. Sloan, c'est un bain de sang de la meilleure façon possible, a crié Alistair, sa voix se brisant d'émotion pure. Les acheteurs institutionnels sont devenus complètement fous. L'encre est sèche. Le conglomérat acquéreur n'a pas seulement atteint notre évaluation. Ils l'ont complètement dépassé pour obtenir les droits exclusifs. Donne-moi le chiffre exact, Alistair, ai-je exigé, ma prise se resserrant sur le bord métallique du téléphone. J'avais besoin de l'entendre prononcer à voix haute. La fusion a été conclue à 5 milliards de dollars, a hurlé Alistair à travers le haut-parleur. Tu comprends ce que ça veut dire, Sloan? La transaction est terminée. Le transfert d'espèces et d'actions se verrouille en ce moment même. Tu l'as fait. Tu viens de devenir milliardaire. 5 milliards de dollars. Le poids vertigineux de ce nombre a frappé mon cerveau comme une onde de choc physique massive. J'avais passé des années à analyser les projections agressives, à écrire le code sans faille dans des salles de serveurs glaciales et à rêver de ce résultat exact et impossible. Mais entendre les mots réels prononcés à voix haute a fait s'écraser la réalité sur moi avec une force incroyable. Je n'étais plus seulement une entrepreneur à succès. J'étais un titan incontesté de l'industrie technologique mondiale. La richesse liquide massive que je commandais maintenant entièrement éclipsait l'empire de construction en difficulté de mon père par un facteur de 1000. J'ai pris une profonde inspiration tremblante, remplissant mes poumons de l'air vif de Boston. Toutes les années angoissantes à manger des nouilles instantanées bon marché, à dormir sur des planchers de sous-sol, à survivre à la toxicité de ma famille et à regarder ma thèse brûler en cendres ont traversé mon esprit en une seule seconde flamboyante. Assure-toi que le communiqué de presse officiel soit envoyé immédiatement au réseau d'information financière, dis-je, ma voix projetant soudainement fort. Je me fichais de qui m'entendait maintenant. Les années de secrets suffocants étaient enfin terminées. Je veux que le monde entier voie les chiffres aujourd'hui. C'est déjà partout, a ri Alistair bruyamment. Les grands réseaux couvrent l'histoire en direct en ce moment même. Ils appellent ça la plus grande acquisition technologique furtive de la décennie. Ton visage clignote sur les écrans des terminaux de trading à travers le monde. Ce que je n'avais pas réalisé dans mon moment d'adrénaline écrasante, c'est que je me tenais juste à côté d'un microphone secondaire, très sensible et en direct, qui avait été installé pour l'orchestre de l'université. Je n'avais pas réalisé à quel point je parlais fort. Ou peut-être que, inconsciemment, je le savais absolument. Parfait, dis-je, ma voix portant incroyablement clairement sur la zone immédiate, légèrement amplifiée par les moniteurs de haut-parleurs voisins. Une évaluation de clôture de 5 milliards de dollars.
dit au conseil d'administration que je serais au siège pour la conférence de presse mondiale à la seconde même où j'enlèverais cette toge de diplômé bon marché. J'ai raccroché le téléphone et l'ai glissé dans ma poche. Je me suis retourné et j'ai soudain réalisé que toute une section massive de diplômés, de parents et de membres du corps professoral de l'université se tenant près de l'équipement audio me fixait directement dans un silence de mort, stupéfait. Elle vient de dire 5 milliards de dollars, a chuchoté forte une mère au premier rang à son mari, les yeux écarquillés de choc. C'est Sloan, a dit un professeur d'ingénierie debout derrière moi, pointant un doigt tremblant. Je viens de recevoir l'alerte de dernière minute sur mon téléphone. Son entreprise de logistique vient d'être acquise. C'est elle la PDG anonyme. Tout le marché devient fou. Les chuchotements frénétiques ont commencé instantanément. Ils se sont propagés rapidement vers l'extérieur d'où je me tenais. Une vague massive de choc et de réalisation se propageant comme une traînée de poudre à travers la foule dense. Je les ai absolument tous ignorés. J'ai tourné lentement mes yeux vers la section C où ma famille toxique était assise. Merci beaucoup d'être resté avec moi et d'avoir écouté mon histoire jusqu'à ce point. Revenons à l'affrontement final. Je suis resté parfaitement immobile sur l'herbe manucurée, ignorant complètement les journalistes et les étudiants curieux qui commençaient à affluer vers moi. Mes yeux étaient entièrement fixés sur mon père. Gideon ne regardait plus la grande scène. Il fixait son smartphone. Les grands réseaux d'information financières mondiaux envoyaient automatiquement des alertes prioritaires à quiconque suivait activement les marchés boursiers. Comme l'entreprise de Gideon était en faillite, il avait toujours ses alertes de marché activées, espérant désespérément des nouvelles de taux d'intérêt plus bas ou de fournitures industrielles moins chères. J'ai regardé la séquence exacte et dévastatrice des événements se dérouler sur son visage au ralenti. Je l'ai vu lire le titre de dernière minute. Apex Logistic Protocol, fondée par l'étudiante en ingénierie anonyme de 22 ans Sloan, acquise pour une évaluation massive de 5 milliards de dollars. Le masque lourd et incroyablement arrogant que mon père avait porté pendant toute mon existence s'est brisé en 1 million de morceaux irréparables. Son visage épais s'est vidé de toute couleur, devenant d'un gris cendré maladif. Sa mâchoire est littéralement tombée, pendante. Il a soudainement attrapé les accoudoirs en plastique de sa chaise pliante, ses jointures devenant blanches alors qu'il essayait de se stabiliser. Il a levé les yeux frénétiquement de son écran lumineux, ses yeux paniqués cherchant sauvagement dans la foule immense jusqu'à ce qu'il se fixe directement sur moi. Il m'a regardé, la fille silencieuse qu'il venait d'abandonner par texto. La fille dont il avait brûlé le travail de toute une vie dans une cheminée, la fille qu'il appelait une sangsue faible et inutile. Il m'a regardé et pour la toute première fois de sa misérable vie, il n'a pas vu une victime. Il a vu un titan absolu. Ses grandes mains se sont mises à trembler si violemment qu'il a failli laisser tomber son téléphone dans l'herbe. Mav et ma mère se penchaient sur ses larges épaules, lisant désespérément l'écran. La bouche de Mav était grande ouverte comme un poisson attrapé. L'enfant prodige arrogante a soudainement réalisé que ses sacs à main de créateur et sa décapotable n'étaient que des jouets en plastique bon marché comparés à l'empire que je venais de construire dans l'ombre. Elle avait l'air si stupéfaite qu'elle a laissé son téléphone coûteux lui glisser des doigts, tombant silencieusement dans l'herbe. Ma mère a simplement couvert sa bouche avec ses deux mains, ses yeux écarquillés de terreur pure, réalisant enfin l'ampleur catastrophique et impitoyable de leur erreur collective. Le mur invisible entre nos mondes venait d'être complètement et violemment anéanti. Je n'ai pas attendu qu'il s'approche de moi. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté le col de mon tailleur, et j'ai marché lentement et délibérément à travers la pelouse, directement vers leur section. La foule s'est naturellement écartée pour moi, chuchotant et pointant du doigt pendant que je me déplaçais. Je me suis arrêté à exactement 1 mètre devant Gideon. Il m'a regardé, absolument paralysé. Le géant massif et terrifiant de mon enfance s'était soudainement réduit à un homme amer et vieillissant, assis impuissant sur une chaise en plastique bon marché. Sloan, balbutia-t-il, sa voix tonitruante réduite à un murmure pathétique et tremblant. Toi, tu es la PDG, le logiciel, le mandat client. C'était toi. Il a finalement fait le lien. Il a réalisé que l'entité corporative anonyme qui tenait actuellement son entreprise en faillite à la gorge, la plateforme logicielle à laquelle il demandait désespérément pitié, appartenait entièrement à la fille qu'il avait jetée. Il a tendu sa main tremblante vers moi, tentant de former un sourire de fierté paternelle écœurant et artificiel. Nous devons parler. Nous sommes une famille. Nous pouvons fusionner nos opérations. Je peux t'aider à gérer ce genre de capital.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas lancé d'insultes. J'ai agi avec la précision froide et chirurgicale d'une machine. J'ai simplement fouillé dans ma poche, sorti mon téléphone et ouvert le message texte qu'il m'avait envoyé moins de 2 heures auparavant. J'ai tourné l'écran et l'ai tenu juste devant son visage. N'attends aucune aide, ai-je récité doucement, ma voix portant un calme glacial et mortel. Tu es seul maintenant. J'ai verrouillé l'écran et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Tu avais absolument raison, Gideon, dis-je en le regardant avec une pitié profonde et écrasante. Je suis seul, et depuis le jour exact où j'ai quitté ta maison, cela a été le plus grand avantage concurrentiel que j'ai jamais eu. Je n'ai pas attendu de réponse. Je n'ai pas regardé Mav ou ma mère. J'ai simplement tourné les talons et je suis parti. J'ai dépassé la zone de la scène, dépassé les foules en liesse, et je suis sorti sur la rue principale où une grande et élégante voiture de ville noire envoyée par Alistair attendait tranquillement au bord du trottoir. Le chauffeur a rapidement ouvert la portière arrière. Je me suis glissé sur le siège en cuir moelleux, la lourde portière se refermant derrière moi avec un bruit sourd, solide et coûteux, scellant définitivement le chapitre toxique de mon passé à l'extérieur. L'effondrement de l'empire industriel lourd de mon père a été incroyablement rapide, entièrement silencieux et impitoyablement efficace. Parce que son entreprise ne pouvait pas se conformer au mandat logistique mondial fixé par son plus gros client, tous ses contrats majeurs ont été formellement résiliés dans les 30 jours. Sans le flux de revenus massif de ce conglomérat, Gideon a fait lourdement défaut sur ses prêts commerciaux. Les banques sont intervenues sans pitié. Son entreprise a été complètement liquidée et vendue en pièces détachées à un concurrent beaucoup plus grand et technologiquement avancé. Le vaste domaine familial a été vendu aux enchères pour couvrir la dette toxique restante. Mav, ne possédant absolument aucune compétence réelle et un curriculum vitae composé entièrement de faux titres d'entreprise, était complètement inemployable dans le secteur des entreprises. Elle a fini par prendre un emploi au salaire minimum comme superviseur d'équipe dans un magasin de vêtements local. Entièrement dépouillé de son arrogance non méritée, Gideon a été contraint à une retraite anticipée et misérable, déménageant dans un petit appartement exigu, son pouvoir complètement disparu. Son héritage entièrement effacé par sa propre ignorance aveuglante. Mais j'ai absolument refusé de laisser mon incroyable histoire être uniquement définie par la destruction nécessaire de mon père. Je voulais que mon héritage soit fondamentalement axé sur la création, l'autonomisation et la rupture du cycle de la toxicité. 6 mois après l'acquisition massive de 5 milliards de dollars, j'étais assise dans mon nouveau bureau d'angle au dernier étage d'un gratte-ciel de verre étincelant. J'ai signé les documents légaux pour lancer officiellement la fondation d'ingénierie Phoenix. J'ai personnellement financé la fiducie avec 50 millions de dollars de mon propre capital liquide. La fondation avait une mission très spécifique et sans compromis, fournir des bourses d'études universitaires massives et entièrement financées ainsi que des subventions de démarrage sans prise de participation à de jeunes femmes brillantes du secteur de la technologie qui avaient été financièrement coupées ou émotionnellement abusées par leur famille. C'était le filet de sécurité exact que je n'ai jamais eu, multiplié par 1000, remis directement aux filles qui en avaient le plus besoin. La plus grande vengeance n'est pas simplement de détruire les gens qui vous ont fait du mal. La plus grande et la plus satisfaisante des vengeances est de vivre une vie incroyablement réussie et sans complexe, et de construire une échelle pour que d'autres puissent monter et se tenir juste à côté de vous. J'ai regardé par les immenses fenêtres du sol au plafond la ligne d'horizon tentaculaire de la ville en contrebas. Je n'étais plus le fantôme faible et invisible de la famille. J'étais Sloan. J'étais l'architecte incontesté de mon propre destin. Et pour la toute première fois de toute ma vie, l'avenir semblait absolument sans limite. Cela nous amène à la fin de mon voyage. Mais dernièrement, ma mère, Blé, a contourné agressivement mon pare-feu d'entreprise, m'envoyant des courriels sans fin et désespérés. Elle me supplie pratiquement d'embaucher Gideon comme consultant principal très bien payé dans ma nouvelle société de capital risque, affirmant que c'est mon devoir moral de sauver sa fierté fragile et de les sauver de la pauvreté. Qu'en pensez-vous, les amis ? Devrais-je bloquer définitivement son adresse électronique et envoyer ses messages directement dans le dossier des pourriels pour toujours, ou devrais-je répondre et lui donner une dose de la dure réalité qu'elle a cautionnée pendant 20 ans ? Faites-moi connaître votre verdict dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi Revenge Served. Partager cette histoire profondément personnelle a été incroyablement guérisseur. Avez-vous déjà dû couper agressivement les ponts avec des membres de votre famille toxique pour protéger votre propre avenir et votre santé mentale ? Je veux lire toutes vos histoires et expériences personnelles ci-dessous.